Eric Krauthammer est l'invité du Business Driver. Avec son épouse, il a fondé une société de consulting pour former les collaborateurs en entreprise. Il nous raconte ce succès mondial. Alors, Monsieur Krauthammer, dites-moi, où avez-vous grandi? J'ai grandi en Suisse allemande, à Herisau, dans le canton d'Appenzell, Rhodes extérieur. Et vous avez fait vos études, vous avez commencé à travailler là-bas? J'ai fait mes études, j'ai grandi là-bas et puis voilà. J'ai grandi en Suisse allemande, oui, en Suisse allemande. Et comment êtes-vous arrivé ici en Suisse romande? Quel est votre parcours? Alors le parcours, c'est très simple. J'ai travaillé pendant 10 ans dans une société suédoise. Ça s'appelle Svenska Dataregister. C'est des caisses enregistreuses où j'étais directeur. Et j'ai trouvé, après 10 ans, j'ai voulu changer et j'ai trouvé une place à Genève, chez Hispano Suiza, où j'étais directeur du département textile pendant 5 ans. Et après 5 ans, malheureusement, le propriétaire a vendu la société. Et puis, j'aurais pu aller de nouveau, j'aurais pu retourner en Suisse allemande, dans mon domaine aussi. Et puis, en finalité, je suis resté à Genève. C'était en 60... oui. Non, ça s'est terminé en 71. Et puis, on voulait rester à Genève. Et puis, j'ai fait de mon hobby, qui était la formation des jeunes, des cadres, des vendeurs. On a décidé après une longue, on a bien réfléchi et nous avons décidé de faire une société de formation pour former les vendeurs, les managers, les leaders dans le monde entier. Et je voulais être mon propre supérieur. Alors, pour finir, en 71, quand on a créé la société, il me restait encore un supérieur. Et ça, c'était ma femme. Quel âge aviez-vous quand vous avez créé votre société? Attendez, j'avais 38 ans. 38 ans. Oui, 39. Voilà. Et pourquoi avoir attendu aussi longtemps, finalement? Attendre la quarantaine pour devenir indépendant? Pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt, alors que c'était quelque chose auquel vous aspiriez vraiment? Oui, ça c'est une très bonne question. Pourquoi j'ai attendu si longtemps? Peut-être c'était une question d'argent, de finances. J'étais pas malheureux dans ces deux sociétés. J'avais beaucoup de succès, on travaillait très très bien. Et comment êtes-vous arrivé dans cet univers, dans ce business du consulting, de la formation? C'était quelque chose que vous faisiez auparavant, où vous aviez identifié une énorme opportunité d'affaires et vous sentiez que c'était vraiment le moment d'investir votre temps, votre énergie dans ce domaine-là? Oui, c'est très bien ce que vous demandez. C'est vraiment, déjà dans mes deux sociétés dans lesquelles je dirigeais, je formais les gens. Pour moi, la formation était une chose très très importante. J'ai toujours eu l'impression qu'il faut faire avancer les gens, il faut les former. Et j'ai constaté qu'avec cette formation que j'ai faite avec les gens, ils avançaient, il fallait apprendre quelque chose. Et j'ai compris que la formation est une chose de base pour continuer, pour arriver dans le monde et pour s'améliorer. C'est vraiment une chose très très importante et j'ai vraiment fait de mon hobby, si vous voulez, que j'avais déjà dans ces deux sociétés, j'ai vraiment fait mon affaire. Vous avez créé cette société avec votre épouse? Vous n'étiez que deux au départ? On était uniquement les deux, on avait une chambre dans notre appartement, on habitait Champel dans un appartement et on avait une chambre libre et puis dans cette chambre, nous avons décidé
de faire nos bureaux là-bas. Et pendant 2 ans, pratiquement, on était seuls. Mon épouse qui faisait le secrétariat et moi, j'ai essayé de vendre parce que j'avais 3 choses à faire. C'était la vente d'abord. Après, il fallait donner les cours et en plus, il fallait se former. Il fallait préparer les cours. Alors, il y avait les 3 choses à faire. La formation continue pour moi personnellement, la vente, oui, et donner les cours. Et donner les cours, c'est ça qui nous apportait l'argent. Et le premier cours, j'ai vendu, je me rappelle encore, seulement après 6 mois. Et la société s'appelait Mulet Bar Papier. C'était ici à Genève. Et puis j'étais vraiment presque déjà désespéré. Et puis c'est lui, ce monsieur, le directeur, qui m'a donné mon premier cours, monsieur Weidmann, je me rappelle encore de son nom, qui nous a donné le premier cours de vente. Et ça, c'était le début pratiquement de la société. Pour vous faire connaître, vous aviez misé sur les ambassadeurs, sur les prescripteurs qui recommandaient vos activités à d'autres. C'était votre stratégie? Ça, c'était la stratégie, uniquement. On a toujours essayé de parler seulement toujours avec les directeurs des sociétés, les propriétaires, le président, je ne sais pas quoi. Et puis, c'est eux qui nous ont, finalement, c'est eux les décideurs. Et c'est eux qui nous ont donné les cours. Et puis on a vraiment tout fait pour que le client doit être 100% satisfait ou content, ou il doit nous faire confiance à 100%. Et là, ils sont devenus, vraiment, on leur demandait de devenir ambassadeurs de notre société. Et comme ça, la société a grandi. Vous aviez évalué les risques de travailler avec quelqu'un avec qui déjà vous partagiez votre vie? C'était une bonne décision. Ça s'est fait naturellement finalement? Tout s'est fait naturellement? Oui. Bon, on a longuement discuté. On avait très peu d'argent à disposition au début. Je me rappelle encore, on avait, je crois, 20 000 francs. Bon, on avait toujours nos parents derrière nous, peut-être, qui auraient pu nous aider, mais c'était pas l'idée. Ouais. La décision était vraiment, on veut se bagarrer nous-mêmes. Ouais. On veut arriver nous-mêmes. Je me rappelle encore, on allait quelquefois à la poste et on a dû compter l'argent pour savoir si on a suffisamment d'argent pour acheter des timbres. On a installé dans notre bureau un compteur pour le téléphone. Oui, et ça existait dans le temps. Vous savez, on voyait exactement les dépenses. Et puis comme ça, je préparais mes téléphones de telle manière qu'ils devenaient très très courts, pour diminuer les frais. Et puis le seul but du téléphone était, et puis ça on apprenait plus tard aussi aux vendeurs dans les cours, le seul but était un rendez-vous avec le client. Et pensiez-vous à ce moment-là, quand vous alliez à la poste avec votre épouse pour compter les timbres ou regarder les dépenses téléphoniques, que vous alliez réussir à créer une société d'envergure internationale, mondiale, avec un tel succès? Écoutez, je ne pense pas qu'on a pensé à cela. On voulait vraiment réussir, mais il y avait des jours où on était vraiment... on était tout près. Tout au début, je me suis dit, mais est-ce qu'on arrive, on n'arrive pas? Et puis, bon, mais on voulait quand même réussir, mais on ne savait pas que ça va devenir une grande société. Et comment faisiez-vous pour vous entourer, pour avoir les bonnes personnes autour de vous, pour recruter les bons collaborateurs? Quand on a peu de moyens, il faut vraiment miser sur les bonnes personnes qui vont aider la société à se développer. Et ça, c'est très difficile, c'est une tâche qui est très complexe. Ça, c'est la chose la plus difficile. Et ça, c'était vraiment notre tout grand problème, de recruter vraiment les bonnes personnes. Et puis au début, les training managers qu'on a recrutés, au début, c'était vraiment très difficile de trouver les bonnes personnes. Et puis, on a constaté après un certain temps, mais après des années, que le recrutement est une chose excessivement importante dans une société. Parce que si vous n'avez pas les bonnes personnes, ça ne joue pas. C'est ça. Ça ne peut pas jouer. Alors, on a constaté que chaque fois qu'un collaborateur nous quittait après 1 année, ou 2 ans, ou 3 ans, ça nous coûtait très, très cher. Et on a calculé même le prix, c'était quelquefois 50, 100 000 francs. C'était même pas l'argent.
c'était aussi souvent aussi le temps qu'on perdait et tout. Alors on a commencé à améliorer la manière de recruter les gens. On a fait vraiment un scénario pour le recrutement, c'est-à-dire pas comme dans le temps, on faisait 1 heure, 2 heures, 3 heures d'interview, mais c'était 4 interviews, toujours après 1 semaine, 2 semaines de temps. Alors c'était très intéressant. Un le matin, un à midi, un le soir, un si possible avec l'épouse. Et puis après, avec chaque interview, on avait plus d'informations. Et on avait un slogan qui nous menait, qui nous a guidés, pas menait, qui nous a guidés en cas de doute, toujours non. C'est exactement ça. Ça, c'est un très bon conseil. Oui. Si j'ai le moindre doute, c'est toujours non. Il faut toujours dire non. Et au début, on n'a pas fait ça. On a dit, ouais, bon, ça ira peut-être, ça. Mais après, je pense, après 5 ou 6 ans de formation, on a constaté qu'en cas de doute, toujours non. On augmente, avec le oui, on augmente le chiffre d'affaires. Avec le non, le bénéfice. C'est un bon conseil, mais c'est vrai qu'au début, quand on est entrepreneur, on a, comme vous dites, on cherche les clients et on a souvent envie de dire oui parce qu'on a peur de ne pas avoir, etc. Absolument. Et parfois, c'est compliqué de dire non. Vous avez raison, oui. Oui. Mais il faut vraiment apprendre à dire non. Ça, c'est après dans le leadership ou dans le management, c'est une chose très importante. Ouais. Et comment avez-vous fait pour cela? Vous avez trouvé des bons interlocuteurs dans chaque pays? Vous avez fait des alliances ou vous avez décidé de tout faire tout seul? Comment cela s'est passé? Parce que quand on décide d'aller à l'international, souvent c'est assez complexe. Soit on le fait seul et effectivement on diminue considérablement les coûts, soit on le fait avec des alliances et avec des gens qui connaissent bien les subtilités de chaque pays. Quelle était votre stratégie à l'époque? Donc on a fait nous-mêmes, on était vraiment seuls, c'est-à-dire nous, la société. C'est ça. Pas moi personnellement, je discutais, on avait beaucoup de séances avec les directeurs. Chaque pays avait son propre directeur. Et la chose importante était qu'on a essayé que dans chaque pays, il y a toujours un directeur du pays même, c'est-à-dire un Suédois, un Marocain, en Amérique c'était un Américain. Et puis on lui donnait 3 ans, on lui donnait un de nos directeurs anciens, s'occupait de lui et on calculait environ 2 à 3 ans pour que le turnover soit fait et puis que la société peut vraiment faire de l'argent elle-même. Et ça a joué, ça a très très bien joué. Quand j'ai vendu la société en 1995, oui, on était quand même presque 200 personnes dans la société et on formait quand même 18 000 personnes par année, oui, dans le monde entier en 8 langues. À quel moment avez-vous décidé de vendre votre société et pourquoi avoir décidé de quitter? Dans quel état d'esprit étiez-vous à ce moment-là? C'est très simple. En principe, je ne voulais pas vendre la société. Mais j'avais un certain âge, j'ai dépassé mes 60 ans, et j'ai dit, mais bon, qu'est-ce qui se passe? Et comme j'ai 2 enfants, j'ai proposé à mes 2 chers enfants qu'eux entrent peut-être dans la société. Les 2 ont fait les études et tout. Et puis, mais les 2 n'étaient pas prêts ou ne voulaient pas. Et puis, voilà. Il y avait une discussion presque d'1 année pour savoir si oui ou non. Et après 1 année, j'ai vraiment dû constater que vraiment ils ne veulent pas. Et c'était la seule possibilité, alors, à ce moment-là, de dire, OK, alors, je ne peux pas continuer pendant toute ma vie avec la société. Alors, on va la vendre et on a cherché, moi, seul, alors, à ce moment-là, j'ai cherché très concrètement un acheteur que j'ai trouvé dans une société hollandaise qui, en 1995, a acheté la société
avec tous les collaborateurs, avec exactement comment elle était. Et à l'époque, vous étiez encore le seul actionnaire de votre Oui, entreprise? oui. Non, on avait une petite société à côté qui, tous les collaborateurs participaient avec des actions aussi, avec un pourcentage. Il y avait 20% qui étaient avec les collaborateurs et le reste c'était moi. Avec du recul, est-ce qu'il y a des décisions ou des actes que vous regrettez d'avoir pris durant votre vie professionnelle ou alors sur lesquels vous avez eu raison d'insister et d'aller de l'avant? Le seul regret peut-être que j'ai aujourd'hui et que je peux donner comme conseil à des autres sociétés, c'est number one, c'est le team. Ça doit jouer. Et si vous avez quelqu'un dans le team qui ne joue pas le jeu, un team player, oui, il faut se séparer. Et puis le seul regret, peut-être à la rigueur que j'ai, que j'avais aussi une ou deux personnes dans le team. Et moi, comme je suis très social, peut-être j'ai attendu beaucoup trop longtemps pour me séparer de une ou deux personnes. Et ça, c'était négatif. Et aujourd'hui, dans le conseil que je donne encore à certains, je travaille encore aujourd'hui avec plusieurs sociétés, la première chose, je travaille le team et je dis, voilà, le team, ça doit jouer. Et si ça ne joue pas, on a des problèmes. Et ça, vous pensez qu'aujourd'hui, ça aurait changé à la destinée de votre entreprise ou alors ça Oui. aurait pu vous éviter des tracas supplémentaires? Ça aurait changé d'abord que j'aurais mieux dormi certaines nuits. C'est quelque chose d'important. Un énervement un peu. Parce que ça énervait aussi les autres. Vous voyez, c'était pas seulement moi. Il faut vraiment avoir le courage de dire, voilà, ou bien tu changes, ou bien tu quittes la société. Mais ça, je pense que ce conseil, il va être très parlant pour beaucoup d'entrepreneurs. Aujourd'hui, énormément. Ouais. Je travaille encore avec quelques grandes sociétés, aussi par exemple c'est surtout par exemple, j'ai constaté ça dans les hôpitaux où les médecins-chefs qui forment quand même le team de l'hôpital, oui, où il y a toujours un ou deux médecins, le chirurgien ou n'importe, qui sort du cadre et qui enquiquinent vraiment tout le team. Et même professionnellement, ce sont quelquefois des gens excessivement bien. Ils sont vraiment top. Et socialement, ça ne joue pas. Alors il faut vraiment prendre cette décision. Quels étaient vos centres d'intérêt en dehors de votre travail? Est-ce que vous pratiquiez un sport? Est-ce que c'était plutôt la lecture, je sais pas, la philanthropie, des intérêts divers? Écoutez, c'était surtout la formation personnelle. J'ai j'ai lu 3 livres par mois à peu près sur le leadership. J'ai essayé de me former. C'est une formation continuelle. Il y a tous les jours des nouveautés à apprendre. J'ai essayé d'apprendre tous les jours une nouveauté, de trouver des nouvelles idées. Bon, j'ai toujours fait du sport aussi un peu. Quelles sont vos sources d'inspiration constantes? Comment faites-vous? Moi, je dirais la plus grande source d'inspiration était quand même le client. Les discussions avec les clients. Et parce que la seule chose qui vous intéresse, et quand vous êtes chez un client, mais quels sont les besoins qu'il a, quelle est l'attente. Et puis là, il vous explique pas seulement les besoins, les attentes, il vous parle de ses problèmes, etc. Et là, c'est une inspiration énorme. Je dirais le client dans une société est l'inspiration pour l'innovation et peut-être le plus important, l'élément qui peut vous amener vraiment des nouvelles idées. Comment avez-vous fait pour transmettre votre savoir, votre connaissance? La seule possibilité de faire bouger les êtres humains, c'est une question ouverte positive, axée sur le futur, vous voyez? Ce que vous faites d'ailleurs. En se posant des questions à vous-même et surtout dans les cours se déroulaient uniquement en questions ouvertes. Et ça donnait des discussions, des entraînements. Et puis le mot c'est comme ça ou
n'existait pas. Le mot « mais », c'est aussi un tool. Il n'existait pas dans les discussions. Il y a des gens qui disaient « mais ». J'ai dit « maintenant tu retombes dans le passé ». Tu dois remplacer le « mais » par quel mot? Par le mot « est ». Ah oui. Et je pose une question ouverte. Et aujourd'hui, quels sont encore vos rêves? Y a-t-il des projets que vous souhaitez encore réaliser? Un rêve vous souhaitez qu'il se réalise? Ça, c'est une très très bonne question. Hein? Quel est le sens de la vie? Hein? C'est ça que vous voulez demander. Quelque part, oui. Vous le connaissez, le sens de la vie? Je vous laisse répondre. Comment? Je vous laisse répondre. Oui, c'est vous l'intervieweur. Hein? Ah, oui. On n'aura pas assez du trajet de la discussion si on commence à se lancer dans ce débat-là. Mais je vous laisse apporter vos éléments de réponse par rapport au projet. Oui. C'est très difficile. Vous savez, ça change. Quand on est jeune, ça peut changer chaque année. Et quand on arrive à un certain âge, vous connaissez mon âge? Non. Vous avez quel âge vous-même? 40. 40. Alors j'ai le double de vous. D'accord. Hein? Plus 2. Vous voyez? Oui. Alors ça fait quand même... Alors le sens de la vie de vous et de moi est probablement complètement différent. Et il est quand même semblable dans une chose, pour tout le monde, je crois, même si on est plus âgé ou plus jeune, on aimerait être heureux. Oui? Et la question, je crois tout le monde, hein, si on est pauvre, si on est riche, mais tout le monde a sa manière d'être heureux. Et puis la question se pose alors, mais que faire pour être heureux? Ça, c'est la grande question. Et alors vous savez, pour être heureux, pour la plupart des gens, c'est avoir à manger, avoir un toit sur sa tête et avoir du travail. Quand vous prenez tous les réfugiés aujourd'hui et tout ça, ça c'est leur but pour être heureux. Pour nous, c'est un peu différent. Mais c'est aussi un toit, et c'est aussi manger, et aussi travailler. Voyez? Ça, c'est un premier point. Mais le point important, et j'ai constaté quand même, être heureux et d'abord, il y a deux choses. L'homme le plus heureux est celui-là qui arrive, qui peut faire ce qu'il aime faire. Ça, c'est un point. Mais ça, il n'y a pas beaucoup qui peuvent faire ça. Mais c'est une chose, un but, de pouvoir faire ce qu'on aime faire et ce qu'on aime bien faire. Et vous avez atteint ce but, vous? Je crois qu'on n'arrive jamais à 100%. Ça, c'est un premier but. Et le deuxième but pour être heureux, c'est surtout rendre les autres personnes heureux. Et ça, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris. C'est la chose, oui, rendre heureux les autres personnes dans leur vie. C'est la famille, c'est dans la société. Maintenant, il n'y a pas très longtemps, ça fait quelques semaines, j'ai constaté en principe une société qui réussit, une société qui a du succès, ou bien, oui, c'est dû à 4 points, à 4 choses. Et ça, c'est vraiment sur une page A4, vous pouvez expliquer ça à tout le monde. Et en finalité, c'est vraiment la survie d'une société et la survie en positive. Elle est due à 4 idées de base. Oui? Et maintenant, je reviens à ce que je viens de dire. Et les 4 idées, et puis ça suit, 1, 2, 3, 4. La première idée, c'est être heureux soi-même. Ça, c'est la base. Le directeur, le président, le propriétaire de la société, si lui, il n'est pas heureux, ça ne joue pas. Il ne peut pas diriger une société. C'est-à-dire, c'est le corps, l'esprit, hein, et aussi les émotions. Il doit travailler ces 3 points pour vraiment être heureux. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la société, elle peut seulement survivre
avec des collaborateurs heureux. Vous comprenez ça? Oui, oui. Si les collaborateurs ne sont pas heureux, vous n'arrivez pas à les motiver, ils doivent s'engager pour la boîte, mais un collaborateur non heureux, il ne va pas s'engager. Alors, il doit réfléchir, et là, il y a beaucoup de tools. C'est ça que je travaille aujourd'hui avec les gens. Il faut se poser la question, que dois-je faire pour rendre mes collaborateurs heureux, pour les motiver, pour les engager pour la société? D'accord? Oui. Oui, ça c'est le deuxième point. Et quand vous avez ce deuxième point, vous arrivez à un troisième. Ça vaut de l'or ce que je vous raconte là. C'est pour ça que je ne dis rien. Ouais. Et le troisième point est une stratégie réussie. En allemand, on peut aussi dire eine geglückte Strategie. Ça, c'est en allemand. En français, c'est un peu plus difficile à dire cela. Voyez? Alors, ça veut dire une stratégie aussi heureuse, c'est-à-dire qui a réussi. Mais vous pouvez seulement faire une stratégie qui réussit si vous avez des collaborateurs qui vous aident à faire une bonne stratégie. Ouais. Collaborateurs heureux qui vous aident, qui s'investissent. Voilà, et vous vous mettez ensemble, et puis il y a les journées de stratégie et tout ça, et j'explique après ce que veut dire une stratégie. Parce que si vous posez la question que veut dire une stratégie, la plupart des êtres humains, ils vous disent quelque chose de différent. Alors il faut d'abord se mettre d'accord sur ce que veut dire une stratégie. Mais elle doit être une stratégie qui va réussir, voyez, qui est axée sur le futur, on sait où on veut aller dans les 4, 5, 6 ans, quelle est la vision de la société, la mission que la société va remplir, etc. Ça, c'est la troisième chose. Et la quatrième, il reste quoi encore? Vous êtes heureux, vos collaborateurs sont heureux, vous appliquez la stratégie. Oui. Et la quatrième, qu'est-ce qui reste alors? Ah ben, que le client soit heureux. Oui, voilà. Voilà. Un client et un partenaire heureux. Voilà. Le but de chaque société, le sens de chaque société, n'importe laquelle, vous avez eu des personnes ici, il y a eu beaucoup de personnes, j'ai vu, non, j'ai vu 3 seulement, vous m'avez envoyé 3. Mais le but de chaque société, inclut la Croix-Rouge ou Johnson Johnson ou Roche ou Nestlé ou toutes les grandes sociétés, il y a un seul but. Le sens d'une société est de rendre le client heureux. C'est tout. Et ça, c'est le but. Et si vous arrivez à cela, c'est OK. Le patron heureux, les collaborateurs, la stratégie, et les clients et les partenaires. Et ça suit 1, 2, 3, 4. Vous ne pouvez pas débuter avec la fin. Il faut débuter avec le chef. Et si vous arrivez à cela, votre société dans 100 ans, elle va encore exister. Merci beaucoup, Monsieur Cantamer, pour cette discussion très, très, très enrichissante. Avec plaisir. Avec plaisir.